Je tiens juste à vous dire que n'oubliez pas, la semaine prochaine, je ne pourrai pas donner cours et on reprendra après, bien sûr, le lundi d'après. Mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. Donc, ça peut arriver des fois que j'ai un empêchement. Donc, encore une fois, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Donc, ce n'est pas la peine de monter sur le Zoom. Mais par contre, on reprendra normalement après, à partir du lundi d'après, dans 2 semaines. Voilà, donc éteignez les micros. Voilà. Je vais vous étonner. Aujourd'hui, j'aimerais bien que l'on puisse avoir un échange, questions-réponses, que vous puissiez poser des questions sur l'actualité, sur ce qui se passe. Je vais d'ailleurs un petit peu introduire ce qui se passe en ce moment avec la Russie et l'Ukraine. Je ne vais pas le prendre d'une manière, bien sûr, ni politique, ni telle que l'on en parle dans les médias, etc. Comme vous le savez, j'espère que vous le savez, que les plus grands menteurs de la planète sont les médias, qui ne font que tout trafiquer et mentir sans arrêt, parce qu'ils sont à la solde des forces cachées qui leur demandent de dire ce que ces forces cachées ont envie de dire. Et donc, la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est de ne plus écouter les médias parce que c'est vraiment des menteurs comme c'est pas possible. Mais je voudrais parler un petit peu, d'une manière un petit peu détournée, et puis après, j'espère que vous me poserez des questions sur la situation un petit peu, on pourrait dire générale dans le monde. Vous posez des questions aussi qui n'ont rien à voir avec ce qui va être mon introduction. Mais je voudrais un petit peu, on pourrait dire, explorer ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que la grande majorité d'entre nous, consciemment ou non, sont tombés dans le piège des médias qui, comme on le sait, tout le monde entier est contre les Russes. Je n'excuse absolument pas les Russes et je ne dis absolument pas que ce qu'ils font est bien, mais comme vous le savez, nous vivons de plus en plus devant une vitrine inimaginable. Et je vais le prouver dans des notions de Torah dans quelques instants. Ça veut dire que nous ne savons pas ce qui se cache et ce qui se manigance derrière cette vitrine. Et évidemment, aujourd'hui, toute la presse internationale, y compris en Israël, puisque en ce moment, on est dirigé par de véritables dictateurs. Et donc, même les dirigeants en Israël sont bien sûr tous du côté de l'Ukraine et sont en train de taper terriblement sur la Russie. Je pense que beaucoup d'entre nous sont tombés dans ce piège aussi. Encore une fois, ne me comprenez pas mal, je ne suis absolument pas en train de justifier ce que font les Russes, mais on ne sait pas tout ce qui se cache derrière cette attaque des Russes contre l'Ukraine. Et à mon avis, et j'en suis de plus en plus convaincu, la direction américaine est derrière tout ça, et c'est elle qui a provoqué ce conflit entre les Russes et l'Ukraine d'une certaine manière en poussant l'Ukraine à faire des choses que les Russes ne pouvaient absolument plus accepter. Mais on en parlera dans quelques instants. Maintenant, je voudrais revenir sur une notion plus thoraïque et bien sûr expliquer au fur et à mesure ce qui se passe un petit peu dans le monde. Vous savez qu'au tout début de la Torah, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, mais je vais le répéter aujourd'hui dans le contexte du cours d'aujourd'hui, nos maîtres nous disent qu'avant la création de notre monde, il est dit au sujet d'Hachem, bon bien sûr ce sont des codes, ce n'est pas à prendre à la lettre, Allah bemarshafto livro et haolam bevidatadin. Dieu avait l'intention de créer notre monde sous le signe de la rigueur. Din, ça veut dire la rigueur. La rigueur, bon,
je l'ai traduit en français, mais ça veut dire donc toutes les difficultés, toutes les épreuves, toutes les souffrances, toutes les guerres et tous les malheurs qu'il y a dans ce monde. On sait très bien que depuis le début de l'histoire, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de problèmes graves dans ce monde que des moments de plaisir. Et les guerres, les difficultés, les épreuves personnelles, collectives, les choses ne sont pas évidentes du tout. Dans le mot din, qui s'écrit Dalet Yud Nun, les deux premières lettres, Dalet Yud, ont pour valeur numérique 14, qui est la valeur numérique du mot David, le roi David. David a pour valeur numérique 14. Après, il reste le Nun. Le Nun fait allusion aux 50 portes de la Bina. Comme je l'ai souvent expliqué, la Bina est une lumière, on pourrait dire divine, qui est complètement au-dessus de ce monde. Et maintenant, on va comprendre, et je vais expliquer plus profondément dans quelques instants, pourquoi Dieu voulait que ce monde soit un monde de din, un monde de rigueur. Comme on le sait, nos maîtres nous disent que dans toute l'histoire d'Israël, jamais un homme n'a été autant éprouvé, n'a autant souffert que le roi David. Comme on le sait, jusqu'à ce que vienne le prophète Shmuel et le désigne comme le futur roi d'Israël, David était considéré par toute sa famille comme un bâtard. Il avait été repoussé et il vivait loin de sa famille, loin de son père, loin de ses frères, comme je l'ai expliqué, parce qu'il y avait une très très grande discussion à l'intérieur des maîtres d'Israël si Ruth avait le droit de se convertir. Et malheureusement, à cette époque-là, une grande partie des maîtres d'Israël disaient que Ruth ne pouvait pas se convertir et que donc toute la descendante de Ruth n'était pas juive. Et Yishai, il n'arrivait pas à marier ses enfants parce que tout le monde lui disait « Écoute, Yishai, nos maîtres nous disent que tu n'es pas juif, comment veux-tu qu'on te donne nos filles à tes fils ?» Et donc, Yishai a décidé de se séparer de sa femme, pas la divorcer, mais se séparer d'elle pour ne plus mettre des enfants au monde. Celui qui allait venir était David. Mais malheureusement, Yishai était un homme. Au bout de quelques mois, il avait des besoins. Il avait dans sa maison une servante et il lui a dit « Ce soir, tu viens dans ma chambre. » Et la servante, qui était une grande amie de son épouse, a eu honte de rentrer dans la chambre de Yishai. Elle a été tout racontée à son épouse, qui vivait dans une autre maison, ils s'étaient séparés. Et au lieu que ce soit la servante qui rentre dans la chambre, c'est l'épouse qui est rentrée. Et Yishai ne le savait pas, elle s'était déguisée d'une certaine manière pour ressembler à la servante. Et finalement, elle est tombée enceinte. Et Yishai a pensé que son épouse l'avait trompé et que son enfant était un bâtard, un mamzer en hébreu. Donc, depuis la naissance de David, David était considéré pendant des années comme un bâtard. Et puis après, bon, les choses se sont arrangées par rapport à cette situation quand Shmuel est venu le nommer futur roi d'Israël. Mais d'un autre côté, vous le savez tous et toutes, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un homme qui a énormément souffert toute sa vie, ne serait-ce que parce qu'il a eu un fils qui lui a violé toutes ses femmes et qui a voulu le tuer. Son beau-père Shaoul a voulu le tuer lui aussi. Et ne parlons pas de toutes les guerres qu'il a menées toute sa vie et tous les dangers qu'il a traversés, au point que nos maîtres nous disent jamais un homme n'a vécu autant de problèmes dans sa vie que le roi David. Et donc, dans le mot din, on retrouve les deux premières lettres qui ont pour valeur numérique 14, David, et après Nun, qui fait allusion à la Bina. Et de là, nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de nous mettre dans un monde d'épreuves, dans un monde de difficultés? Pour nous permettre, comme le roi David,
de nous dépasser, de sortir de nos limites et de pouvoir atteindre la sphira, la tribu de la Bina qui est au-dessus de ce monde et qui fait de nous des hommes authentiques, parce que tant qu'un homme reste prisonnier à l'intérieur de ses limites, dès qu'il a une épreuve, dès qu'il a une souffrance, il tombe dans le désespoir, dans la tristesse, il perd son statut d'homme. Mais quand un homme a eu une épreuve, a des difficultés et qu'il refuse de tomber, qu'il refuse de se laisser aller, il refuse de tomber dans le désespoir ou la tristesse et fait des efforts inimaginables pour se dépasser, pour sortir de ses limites, c'est comme ça qu'il devient un homme authentique. Ce qui veut dire qu'on pourrait presque dire que ce monde, en vérité, est une sorte de terrain d'entraînement, exactement comme les militaires, avant de pouvoir véritablement être de vrais militaires, comme on le sait, ils ont des entraînements très difficiles selon l'unité dans laquelle ils doivent rentrer. Ce monde est absolument un terrain d'entraînement pour nous aider à devenir des hommes authentiques. On n'est pas dans ce monde pour s'amuser, on n'est pas dans ce monde pour uniquement se réfugier derrière tous les plaisirs de ce monde, comme on va l'expliquer dans quelques instants. On est dans ce monde pour être des soldats, des gens forts, des gens déterminés, des gens qui ne baissent jamais les bras devant toutes les difficultés de ce monde et qui, en vérité, des gens qui se dépassent, qui se surpassent afin de pouvoir devenir des hommes authentiques. C'est la raison pour laquelle l'histoire d'Israël a commencé par ce qu'on appelle la sortie de Mitzraïm, et comme je l'ai expliqué des dizaines de fois, Mitzraïm ne veut pas dire l'Égypte, Mitzraïm veut dire les limites, et donc Israël était censé être le modèle de ce qui allait devenir pour l'humanité tout entière, un peuple qui arrive à sortir de ses limites et de pouvoir servir de modèle pour l'humanité tout entière. Malheureusement, comme on le sait, les choses n'ont pas duré. Israël est vite tombé avec la faute du veau d'or, la faute des explorateurs et combien d'autres fautes après quand on était sur notre terre et qu'on était dirigé par des dirigeants complètement corrompus. Mais quoi qu'il en soit, la sortie d'Égypte est malgré tout le modèle de ce que doit être un peuple et un homme authentique, sortir de ses limites. Maintenant, je voudrais expliquer autre chose. Il y a deux types de difficultés dans ce monde. Il y a le din que je viens d'expliquer, qui sont toutes les épreuves que nous traversons dans ce monde, qui ont pour but de faire de nous des hommes authentiques, dans la mesure où on ne baisse pas la tête, on ne sombre pas dans la tristesse, mais on se bat comme de véritables guerriers pour faire tomber nos épreuves, les dépasser et les surpasser. Mais il y a une autre forme de mal dans ce monde. Et ce monde, cette autre forme de mal, comme vous le savez, selon les codes bibliques, s'appelle le Nachash, le serpent. Et dans le mot Nachash, il y a quelque chose d'extraordinaire. Les deux premières lettres, le Nun et le Chet, forment le mot Chen. En hébreu, Chen veut dire la gentillesse, la bonté. Le Chen, on dit d'un homme, il a beaucoup de Chen, en hébreu bien sûr. Ça veut dire qu'il a une apparence très gentille, très bonne, très agréable. Et la dernière lettre, c'est le Shin. Cette lettre-là, quand on la décompose en deux autres lettres, le Kouf et le Resh, Shin a pour valeur numérique 300. Si vous prenez le Kouf 100, Resh 200, ça fait aussi 300. En hébreu, on peut prendre une lettre et la décomposer en d'autres lettres qui auront la même valeur numérique. Et donc, si vous décomposez le Shin en deux autres lettres qui ont la même valeur numérique, vous avez le Kouf et le Resh, qui veut dire en hébreu Rek, vide, quelque chose de vide. Et donc, nos maîtres nous expliquent qu'est-ce que c'est le Nachash. C'est une vitrine qui se présente d'une manière extrêmement séduisante, gentille, bonne.
Mais si tu fouilles à l'intérieur, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a rien. Il y a le rek qui veut dire le vide absolu. Ça veut dire que la vitrine est très très belle, mais à l'intérieur de cette vitrine se cache en vérité un vide terrible. Je vais aller un petit peu plus loin encore. Je l'ai déjà expliqué, mais dans le contexte d'aujourd'hui, c'est très important. Vous savez que Esav avait deux noms. Il s'appelait Esav et il s'appelait Édom. Édom qui veut dire rouge, la place rouge du Kremlin. Et nos maîtres nous disent que Esav avait une ressemblance totale, absolue avec le frère de sa mère qui était Lavan, qui veut dire blanc. Comme je l'ai souvent expliqué, nos maîtres, encore une fois, nous disent que Esav ressemblait à Lavan, qui veut dire le blanc, mais il avait un autre nom aussi qui est Édom, qui est le rouge. Comme on le sait, le blanc, selon les codes bibliques, représente la bonté et le rouge représente la rigueur. Vous avez deux pays qui sont en totale opposition depuis des décennies, l'Amérique avec la Maison Blanche et la Russie avec la place rouge. Absolument incroyable comment des millénaires après, le monde fonctionne d'après tous les codes de la Torah. Qui est le plus dangereux, la Maison Blanche ou la place rouge? Alors c'est exactement la différence qu'il y a entre le dîn et le serpent. Qu'est-ce que j'ai expliqué? Le serpent, il montre une vitrine de chen, ça veut dire de bonté, de liberté, de gentillesse. Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu t'aperçois qu'il y a un vide inimaginable. Il n'y a rien à l'intérieur. Par contre, le dîn, lui, ce sont effectivement toutes les difficultés, toutes les rigueurs de ce monde, mais les rigueurs ne se cachent pas. Les rigueurs n'ont pas de vitrine. Et c'est la différence fondamentale entre, je ne parle pas des peuples, bien sûr, je parle des directions, entre la direction russe et la direction américaine. La direction américaine se présente comme ceux qui veulent, encore une fois, la liberté, la démocratie, la bonté, on veut aider tous les peuples, etc. Et donc l'apparence est magnifique, la statue de la liberté. Par contre, les Russes, eux, se présentent comme étant, depuis toujours, des gens durs, des gens qui, lorsqu'ils ont un problème, ils font la guerre et ils n'hésitent pas à la faire. Mais d'un autre côté, nos maîtres nous expliquent que le dîn, le rouge, est beaucoup plus pur que le nachash, que le serpent. Parce que le serpent, encore une fois, se cache derrière une vitrine dont l'apparence est extraordinaire. Et donc, finalement, il nous ment, il nous trahit, parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il complote derrière cette vitrine. Par contre, le dîn, la rigueur, lui, elle ne se cache pas. Elle est telle qu'elle est. Et donc, d'une certaine manière, excusez-moi de le dire, et j'accepterai tout à fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi, les Russes sont beaucoup plus propres que les Américains. Je parle des gouvernants, je ne parle pas des peuples. Bien sûr, parce que les peuples n'ont rien à voir avec les gouvernants, comme ici en Israël, on est en ce moment dirigé par des dictateurs inimaginables, de véritables ordures, et on n'a pas le choix, on est tombé dans un piège inimaginable. Allons un petit peu plus loin. Revenons un petit peu dans le passé. Je m'excuse de le dire, et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Par définition, quand tous les hommes sont d'accord, c'est la catastrophe. Heureusement qu'on est divisé au niveau de nos idées et qu'on puisse ne pas être d'accord. Est-ce que vous savez quel est le peuple le plus antisémite de la planète? Les Ukrainiens. Aucun peuple n'a tué autant de Juifs que les Ukrainiens.
Dans tous les camps de concentration, Auschwitz, Treblinka, Birkenau, qui étaient les massacreurs de Juifs? Les Ukrainiens. Les Allemands savaient que les Ukrainiens détestaient les Juifs. Ils les avaient mis comme garde dans tous les camps de concentration. Et 9 millions de Juifs qui ont disparu pendant la Shoah, ce n'est pas 6 millions comme j'ai déjà dit, mais c'est 9 millions. Qui massacrait les Juifs dans les camps de concentration? Les Ukrainiens. Donnons d'autres exemples. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev est enterré à Ouman. Il n'a jamais vécu à Ouman, mais il a décidé d'être enterré à Ouman. Pourquoi? Parce que 30 000 Juifs, hommes, femmes, enfants, nourrissons, ont été décapités à Ouman. Ils ont été décapités avec un sabre. Les Ukrainiens ont planté une croix dans la place publique. Ils ont rassemblé tous les Juifs, ils étaient à peu près 30 000. Ils les ont fait passer devant la croix. Ils ont dit, ou tu te prosternes ou on te décapite. Aucun Juif n'a accepté de se prosterner devant la croix. Ils ont tous été décapités. Ils ont tous été enterrés au même endroit. Et quand Rabbi Nachman de Breslev, lui vivait à Breslev et non à Ouman, dans la ville de Breslev, a entendu cette histoire-là, il a décidé de vouloir être enterré à côté d'eux. Mais ce n'est pas la seule histoire. Les plus grands massacres jamais commis en Europe étaient toujours en Ukraine. Il y a une blague en yiddish, je vais la dire en français, qui dit que les Ukrainiens étaient antisémites déjà avant la naissance d'Abraham. Donc avant que naisse le premier juif, ils étaient déjà antisémites. Et quel est le premier pays qui a envoyé une centaine de médecins en Ukraine pour aider les Ukrainiens? Quel est le premier pays qui a envoyé plus de 100 tonnes de nourriture et de médicaments en Israël? C'est taré de juifs que nous sommes, le gouvernement israélien a envoyé plus de 100 tonnes de nourriture et de médicaments en Ukraine. Et il y a 2 jours, ils ont envoyé une centaine de médecins pour aider les Ukrainiens. C'est absolument incroyable. Ils ne peuvent pas ne pas savoir que le pays qui a massacré depuis le début de l'histoire, en tout cas du dernier exil, le pays qui a massacré le plus de Juifs en Europe étaient les Ukrainiens, et nos dirigeants se permettent d'envoyer plus de 100 médecins juifs en Ukraine pour aider les Ukrainiens, plus de 100 tonnes de nourriture et de médicaments pour les aider aussi. Ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, tous les Ukrainiens sont comme ils l'étaient il y a peut-être 50 ans, 70 ans ou 100 ans. Mais d'un autre côté, je suis fort étonné de voir que toute la presse mondiale et malheureusement les dirigeants israéliens sont tous du côté des Ukrainiens et sont tous en train de taper sur la Russie. Je pense que vous savez qu'il y a pas mal de milliardaires en Russie. Vous avez, je pense, entendu qu'en Europe, il y avait des milliardaires qui avaient des maisons à Londres, à Paris, des yachts à Saint-Tropez, etc. On leur a tout confisqué. On leur a volé leur maison, on leur a volé leur yacht, on leur a tout pris. L'un des grands milliardaires en Russie est un juif qui s'appelle Abramovitch et il était le patron de l'équipe de football Chelsea à Londres. Les Londoniens, enfin le gouvernement londonien l'a obligé à vendre son équipe et à un prix tout à fait dérisoire. Donc non seulement il n'a rien gagné, mais il a perdu. Et finalement, il a vendu Chelsea et ce sont d'autres, je ne sais pas qui l'ont récupéré. C'est quand même absolument incroyable. De quel droit l'Europe peut-elle s'attaquer à des individus qui ont des appartements à Londres, à Paris ou ailleurs, en Amérique, et on leur vole leurs appartements, on leur vole leurs maisons. Je veux dire, eux, ce sont des citoyens. De quel droit l'Europe se permet de faire une chose pareille et puis après, elle critique les Russes?
Les choses ne sont pas simples et j'espère vraiment que vous me comprenez. Je ne suis pas en train de justifier les Russes, mais je vais vous donner malgré tout quelques réponses que j'ai même entendues ici en Israël. Hier, j'étais au Kotel, Shabbat matin, ça fait des décennies, ça fait 30 ans que je suis en Israël et quand je suis à Jérusalem, je vais tous les Shabbat matin au Kotel pour prier là-bas. Et j'ai rencontré là-bas un Français et je lui ai demandé, mais comment tu comprends ce conflit entre les Russes et les Ukrainiens? Et je lui ai dit clairement, je lui ai dit, écoute, moi, je te dis sincèrement, ce que les Ukrainiens sont en train d'endurer, je m'en fous royalement, parce que de toute façon, après tout ce qu'ils nous ont fait pendant des siècles, ben, qu'ils en prennent dans la figure eux aussi. Très bien. Mais je voudrais quand même comprendre, qu'est-ce qui se passe entre les Russes et les Ukrainiens? Il m'a donné deux réponses extraordinaires. Il m'a dit, sache d'abord que les Ukrainiens étaient sur le point d'avoir la bombe atomique. Je pense que vous le savez vous aussi, mais la presse n'en parle pas. Les Ukrainiens étaient sur le point d'avoir la bombe atomique, aidés par les Américains. La vitrine, bien évidemment. Les Américains avaient envoyé des dizaines de savants en Ukraine pour les aider à avoir la bombe atomique et après, d'une certaine manière, être en conflit avec les Russes, parce que les Russes et les Ukrainiens ont toujours été en conflit. Et il m'a donné une autre réponse extraordinaire. Il m'a dit, on sait que le nord de l'Ukraine est très pro-russe. Elle est très anti-ukrainienne, bien que ce sont des Ukrainiens, mais elle est très pro-russe et très anti... elle voudrait faire partie de la Russie, le nord de l'Ukraine. Et ça fait à peu près 8 ans que, d'une certaine manière, les Ukrainiens se battent pour empêcher cette partie de l'Ukraine de devenir russe ou sous domination ou sous l'identité russe. Et il y a eu pas mal de conflits dont la presse ne parle pas. C'est lui qui m'a expliqué ça. C'est quelqu'un qui s'y connaît énormément. Et il m'a dit qu'il y a eu pas mal de conflits entre les Ukrainiens et des Russes qui s'étaient installés dans cette région de l'Ukraine. Il y a eu pas mal de Russes qui ont même été assassinés par les Ukrainiens depuis 8 ans. Et les Russes en ont eu marre de voir que finalement, leurs propres citoyens qui s'installent dans le nord de l'Ukraine, la plupart d'entre eux sont assassinés ou sont chassés, etc. Et c'est l'une des raisons, la bombe atomique que les Ukrainiens allaient avoir grâce à l'Amérique qui veut détruire la Russie et les conflits entre l'Ukraine et le nord de l'Ukraine, avec beaucoup de Russes qui ont été assassinés, et encore une fois, dont la presse ne parle pas, c'est ce qui a fait que les Russes n'en pouvaient plus et ont décidé finalement d'attaquer l'Ukraine. Et bien sûr, la presse ne donne aucune véritable raison, la presse ne fait que condamner et que noircir tout ce que les Russes font. Alors, encore une fois, je me répète, et je vais faire un résumé. Je ne suis pas en train de justifier ce que les Russes font. Parce que, quoi qu'il en soit, une guerre reste une guerre. Comme on le sait, énormément d'Ukrainiens sont morts, même des enfants, des femmes, etc. Bon, il faut savoir que dans l'armée russe aussi, les journaux annoncent, moi je n'y crois pas, mais les journaux annoncent que les Ukrainiens ont tué 11 000 soldats russes. Je n'y crois pas. C'est sûr que c'est faux. Mais en tout cas, j'ai vu dans le journal israélien aujourd'hui ce matin que les Ukrainiens auraient tué 11 000 soldats russes. C'est impossible, impensable, inconcevable. Ils en ont peut-être tué quelques dizaines, quelques centaines, mais 11 000, c'est impossible. En tout cas, c'était marqué dans la presse israélienne, mais comme toutes les presses, c'est le culte du mensonge et il ne faut absolument pas croire ce qui est dit. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a eu, on a vu des images d'immeubles entiers en Ukraine complètement détruits. On sait qu'il y a 1 million d'Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine pour se réfugier dans les pays aux alentours. 1 million d'Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine. On va savoir s'il va y en avoir plus encore dans les jours qui viennent. C'est sûr que la situation n'est pas facile. Mais le problème, c'est que
on ne parle que des Russes, on ne nous dit pas ce que les Ukrainiens, eux, ont fait, etc. Par exemple, un autre sujet, les Ukrainiens ont interdit aux bateaux russes de s'installer dans la mer du Nord. Non, pas la mer du Nord, comment ça s'appelle? La mer Mer Noire. la mer Noire, oui, la mer Noire qui est en Ukraine. Et les Ukrainiens ont interdit aux bateaux russes de s'installer là-bas. Donc il y a eu plusieurs provocations ukrainiennes à l'égard des Russes. Mais bien sûr, tout ça, la presse n'en parle pas, on ne parle que des méchants Russes. Donc le résumé est le suivant. Comme je l'ai souvent expliqué, rien n'est plus dangereux que les forces obscures qui se cachent derrière une vitrine de bonté et de gentillesse. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que la vanne est beaucoup plus dangereux que le rouge. Parce que la vanne se présente d'une manière blanche, la vanne veut dire blanc en hébreu, et on ne sait pas ce qui se cache derrière et toutes les manigances qu'il y a derrière. Je rajouterai juste quelque chose. Sachez, mes amis, que en vérité, mon intuition très très forte est que tout ce que on voit au niveau de ce conflit entre les Russes et les Ukrainiens, c'est uniquement une vitrine provoquée par les Américains. Pourquoi? Pour que le monde entier se détourne de tous les accords qui sont les accords secrets qui sont en train de se faire entre les Américains et l'Iran afin de détruire Israël. Nous le savons tous et nous n'avons aucun doute. Dès que les Iraniens auront la bombe atomique, la première chose qu'ils feront, c'est l'envoyer sur Israël. Les Iraniens sont des chiites et pas des sunnites. Les chiites, comme on le sait, sont prêts à perdre les 3/4 de leur population dans le but de détruire Israël. Et ils n'en ont strictement rien à faire. Et donc, c'est évident que Israël enverra sans doute des bombes atomiques aussi, puisque Israël en a depuis très longtemps, des bombes atomiques aussi sur l'Iran. Peut-être que 2/3 ou 3/4 de la population disparaîtra, mais les dirigeants iraniens s'en fichent totalement. Eux, ce qui compte pour eux, c'est d'arriver à dominer tout le Proche-Orient en passant par la destruction d'Israël. Et Biden est en train de tout faire aujourd'hui pour permettre à l'Iran d'avoir la bombe atomique. Et donc, je conclurai de la manière suivante. Tout ce que l'on voit en vérité entre la Russie et l'Ukraine est uniquement une vitrine. Biden, depuis des années, et avant lui d'autres dirigeants qui haïssent la Russie, ont tout fait pour essayer de soulever certains peuples contre la Russie. Ils ont compris que celui qui arriverait, parce qu'ils détestent la Russie plus que n'importe les autres, sont les Ukrainiens, qui ont toujours détesté les Russes. Et donc, ils ont aidé les Ukrainiens à faire énormément de choses qui ont poussé les Russes à vouloir déclarer la guerre. Et en vérité, tout ça, ça vient des États-Unis et c'était pour détourner le monde de tout ce que les Américains sont en train d'essayer de faire avec les Iraniens dans le but de détruire l'État d'Israël. Alors, je terminerai en vous disant que le Talmud dit depuis plus de 2000 ans que la guerre de Gog qui attaquera Israël sera une union entre le monde occidental et les Perses. Les Perses, ce sont les Iraniens. C'est marqué explicitement dans le Talmud que ce sont le monde occidental. Par contre, on ne nous dit pas qui dans le monde occidental, mais moi, je n'ai aucun doute que ce sont les dirigeants américains et pas les Russes. Ce ne sont pas les Russes qui voudront détruire Israël, mais les Américains, les dirigeants américains qui s'unissent avec la Perse dans le but d'avoir la guerre de Gog et de détruire donc la terre d'Israël. Bien sûr, ils n'y arriveront pas parce que cette guerre de Gog, comme le disent nos prophètes, amènera le dévoilement du Mashiach qui arrivera d'une certaine manière à lever une armée mondiale, pas seulement juive, mais mondiale dans le monde, avec encore plus de Bnei Adam que de juifs, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux.
Et cette guerre-là sera menée contre justement les dirigeants américains et les Perses afin de nettoyer le monde de toutes les vitrines mensongères qui sont les vitrines du serpent. Et je terminerai juste en disant que le mot Gog a pour valeur numérique 12. Mais vous savez que dans les valeurs numériques, on a le droit de rajouter aussi le mot lui-même qui fait 1. Donc, les 3 lettres de Gog, ça fait 12. Guimel et Guimel, ça fait 6. Plus le Vav au milieu, ça fait 12. On rajoute le 1, qui est le mot Gog, et ça fait 13. 13 est la valeur numérique du mot Echad, l'unité. Donc, en vérité, comme on le sait, la direction américaine s'unit avec la Perse, avec l'Iran, pour essayer d'empêcher l'unité entre les peuples, l'unité entre Israël et les nations, l'unité entre les hommes, afin de pouvoir dominer le monde et nous transformer en robots. Et on ne sait pas où ça va aboutir. Je dirais pas malheureusement, mais la conviction absolue que cette guerre qui a commencé entre la Russie et l'Ukraine n'est que le début du début du début. Ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et peut-être qu'on assistera même malheureusement à un conflit mondial parce que les Russes commencent à être extrêmement, extrêmement énervés par toutes les sanctions que les Européens font sur les citoyens riches russes. Il n'y a absolument, mais là, vraiment aucune raison d'agir de cette manière-là. Les citoyens russes ne sont absolument pas responsables des décisions de Poutine. Et donc, pourquoi les citoyens russes perdraient leur maison, leur yacht et toutes les richesses qu'ils ont en Europe? Et donc, je pense que ça risque de tourner à un véritable drame. Il faut commencer à se préparer. Mais si ça s'arrête, tant mieux. Mais en tous les cas, les choses ne sont pas simples. On a commencé avec le corona. Maintenant, le corona est en train de s'affaiblir dans le monde entier. Comme par hasard, il y a une guerre qui explose. Je pense qu'on commence tous à comprendre qu'il y a un complot inimaginable derrière tout ça et qu'on n'est qu'au début et qu'on se dirige heureusement vers la délivrance finale, mais qui va nous obliger à passer par des épreuves inimaginables jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile. Et voilà. Abraham demande, faudrait-il quitter l'Europe? Je vous dis sincèrement que s'il y a une guerre mondiale dans le monde, avec les bombes atomiques, où qu'on soit, même sur Mars, on ne sera pas plus protégé. Et bon, peut-être qu'on va aller au Québec. Là-bas, peut-être que là-bas, on sera protégé. Hein, Jean-François? On va aller au Québec. Mais non, s'il y a un conflit mondial, les bombes atomiques vont commencer à exploser partout et il n'y a aucun endroit où on sera en sécurité. Voilà. Alors, pour ceux qui ont des questions, il est 38. Vous pouvez maintenant passer à vos questions. Ça peut être des questions sur ce qu'on a expliqué, sur d'autres choses. Voilà, je vous écoute. Alors, Agnès, allez-y. Pour essayer d'être un peu plus... Je vous entends mal, Agnès. Je vous entends mal. Pour essayer d'être un petit peu plus optimiste, ce qui est quand même très difficile, si on prend les couleurs, oui. on a pris le blanc, on a pris le rouge. Et qu'est-ce que vous diriez alors par rapport au drapeau français si on y ajoute le bleu? Parce que la valeur numérique de bleu, c'est 68, mais je ne me souviens pas 68 ce que c'est, à part ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous diriez pour le bleu? Je suis toujours époustouflé quand vous posez une question. Non, mais dans le bon sens du terme. Vous posez une question extraordinaire. Vous savez que nos maîtres nous disent que la délivrance viendra de France. Vous savez que l'avant-dernier verset du prophète Obadiah nous dit que la France aura un rôle inimaginable dans la délivrance finale.
Et les trois couleurs du drapeau français, le blanc, la bonté, le rouge, la rigueur, et le bleu représente la tribu de Tiferet, Tiferet qui est l'union des contraires. Ça veut dire l'union entre les contraires. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir là, vous voyez, sur mes sites, j'ai un fil bleu, des fils blancs et un fil bleu. Et le fil bleu représente la tribu de Tiferet, qui est encore une fois l'union des contraires. Et donc, il est vrai que le drapeau français est porteur d'un message assez extraordinaire, c'est-à-dire l'unité. Puisque le blanc et le rouge sont à l'extrême opposé, la rigueur et la bonté, mais on a le bleu au milieu qui est là pour nous montrer qu'il faut créer l'unité entre les différences. Et il y a, dans la dimension française, il y a effectivement, bien que les choses sont extrêmement voilées, sont extrêmement abîmées aujourd'hui, parce que bon, il y a tout le complot mondial caché qui fait tout pour détruire les identités nationales et transformer l'humanité en robot. Et ils n'y arriveront pas, bien sûr, mais en tous les cas, malheureusement, en tout cas, on est sur ce chemin-là. Et c'est vrai que le drapeau français, encore une fois, représente quelque chose qui est très symbolique par rapport à l'unité. Et sachez qu'il y a des maîtres qui ont écrit il y a des siècles qui disent que le Mashiach sera marié avec une Française. Et donc, pourquoi une Française? Parce que la féminité représente le monde terrestre qui est le véritable monde, comme je l'ai souvent expliqué, que Dieu ne veut pas être en haut, il veut être en bas. Comme disent nos maîtres, la volonté de Dieu, c'est de résider dans le monde d'en bas, pas dans le monde d'en haut. Et donc, la féminité représente, d'une certaine manière, la volonté de Dieu d'être dans le monde d'en bas. Et pourquoi certains de nos maîtres nous disent que l'épouse du Mashiach sera une Française? D'ailleurs, je l'ai dit souvent dans mes cours avec M. Ababou, parce que d'une certaine manière, lorsque la France retrouvera sa véritable identité, alors on s'apercevra que la France est l'un des premiers pays dans le monde qui, d'une certaine manière, cherche véritablement l'unité et pas l'uniformité. Et c'est représenté par le drapeau français, blanc, bonté, rouge, rigueur, et le bleu au milieu, qui est l'unité entre les contraires. Voilà. Alors, y a-t-il une autre question? Rav, j'ai une question. Alors, après, je vous interromps. Oui. Que pensez-vous? Moi, je vois la situation comme il a un intérêt en semer la panique entre les gens du monde, entre la population. Ils ne sont pas réussis avec le Covid, donc ils sont en train d'installer une nouvelle guerre froide avec cette menace nucléaire pour semer la panique entre les gens pour justement nous contrôler. Qu'est-ce que pensez-vous de ça? Parce que moi, je le vois. Bon, je suis... d'une façon magique, le coronavirus, il n'est plus au jour. Ça veut dire, tout le monde il lève la restriction, tout le monde peut rentrer en Israël. En France, on va laisser le pass sanitaire d'un côté. Voilà. Et maintenant, c'est la guerre d'Ukraine, donc ça me... Alors, je dis encore une fois, vous confirmez à 100% ce que j'explique. Que ce soit le Covid, que ce soit cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, pour moi, encore une fois, je peux me tromper. Je ne suis ni prophète, ni bon Dieu. Mais j'ai le sentiment profond que ce ne sont que des vitrines et que derrière tout ça se cache la volonté d'affaiblir les peuples, de les faire entrer dans une panique inimaginable, dans une confusion inimaginable, afin d'avoir la main mise sur nous.
c'est quand même absolument incroyable qu'au moment où dans le monde entier, on commence à ne plus parler du Covid, paf, explose la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et il faut quand même il faut quand même pas être à ce point taré pour ne pas comprendre qu'il y a tout un processus caché, il y a tout un complot derrière tout ça. Et le but est clair. Le but est encore une fois, il y a une volonté des forces obscures et cachées de dominer l'humanité tout entière. Et, et donc, encore une fois, je pense que, encore une fois, je me répète, mais les plus grands menteurs de la Terre, c'est la presse, qui ne fait que mentir, et il ne faut absolument pas les croire. Et derrière tout ce que nous vivons aujourd'hui, le Covid, etc., tout ça, ce sont des vitrines qui cachent une volonté d'avoir la main mise sur l'humanité tout entière et de nous transformer en robots. Mais Voilà. nous, on a avancé, Raph, parce qu'avant, c'était facile de manipuler les gens avec tout ça, dans les années 60 à 70. Là, on est réveillé, on se rend compte que c'est une vitrine, justement. Les gens, ils sont en train de dire partout, c'est des fake news, c'est que disent les Ukrainiens. Voilà, il a une matrice d'opinion qui voit les Ukrainiens comme la victime, mais il y a plein de gens qui ils se rendent compte que c'est des fake news partout. Oui, absolument. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre les Ukrainiens et les Russes. Il y a énormément de choses qui sont cachées. Comme je l'ai expliqué, les Ukrainiens ont fait beaucoup de mal aux Russes aussi, surtout dans les Russes qui s'étaient installés dans le nord du pays. Et voilà. Et donc, encore une fois, je pense encore une fois que la véritable histoire est complètement cachée. La véritable histoire a toujours été cachée. Et la grande majorité des peuples ne le sait pas. Mais par contre, je rebondis sur ce que vous avez dit qui est très, très, très juste. C'est qu'il y a effectivement aujourd'hui, et c'est exactement le contraire de ce que peut-être toutes ces forces obscures voulaient, il y a un réveil énorme au niveau des nations aujourd'hui que les peuples commencent à comprendre qu'on les manipule. Les peuples commencent à comprendre qu'on les manipule. Et donc, on arrive exactement à l'effet contraire. C'est pour ça que je crains, encore une fois, que Dieu fasse que je me trompe et que je sois un idiot et que je dis que des bêtises. Mais j'ai malheureusement, si toutes ces forces obscures qui nous dirigent se rendent compte que les peuples sont en train de prendre conscience qu'on les manipule, il risque d'y avoir une troisième guerre mondiale dans le but de décimer une grande partie de la population et dans le but justement de pouvoir avoir la main mise sur ce qui restera. C'est pour ça que personnellement, je suis très, 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 je suis très conscient qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer demain. Parce que si, encore une fois, nos dirigeants prennent conscience que les peuples se réveillent, alors ils feront tout pour nous éliminer. Voilà. Voilà. Alors oui. Bonjour, Raph. Bonjour. Pour confirmer ce que vous disiez, je voulais vous dire, je vous ai mis le lien que Meir Habib a envoyé un courrier dans lequel il dit « Alors que le monde a les yeux rivés sur l'Ukraine suite à l'agression russe, se profile actuellement à Vienne la reddition totale de l'Occident devant la République islamique d'Iran. » Voilà, c'est actuellement que ça se passe. C'est tellement fort, c'est tellement vrai. Voilà. C'est pour ça que je dis que les Américains ont provoqué le conflit ukrainien-russe pour détourner l'attention du monde vers cet endroit-là, pour qu'eux puissent en cachette continuer à renforcer les Iraniens dans le but d'attaquer Israël et peut-être d'autres pays. Et voilà, c'est évident, on le sent. On le sent très, très, très fort que la guerre de Gog est en train de se préparer. Mais en même temps, je pensais que, enfin moi, ça m'est venu tout de suite quand j'ai vu cette guerre, que Poutine, ce qu'il veut, lui, c'est refaire nation. C'est refaire? Nation.
avec tous les petits peuples qui lui ont été enlevés avant la Grande Russie. Beaucoup Mais de même- gens le disent, que beaucoup Oui. de gens disent qu'il veut récupérer tous les peuples qu'on Oui. lui a enlevés. Mais en même temps, ne va-t-il pas réveiller, puisque vous dites que pour l'arrivée du Mashiach, il y aura les 70 nations qui sont refaites, plus Israël, plus Mashiach, plus Hachem. Est-ce que ça ne va pas réveiller des envies aux autres aussi de refaire nation? Oui, je pense, j'ai le sentiment de plus en plus fort que tout ce qui se passe en ce moment est en train, au contraire, de provoquer l'effet contraire de ce qu'eux voulaient. Voilà. Il y a de plus en plus de gens qui se réveillent chez les nations, chez nous aussi en Israël. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'on nous manipule complètement. Et ce réveil-là, c'est ce que moi j'appelle le ventre du Mashiach. Comme vous le savez, nos maîtres comparent la venue du Mashiach à une naissance et le ventre est en train de se créer. Cette prise de conscience dans le monde entier que finalement on est manipulé, on nous ment, on nous raconte des histoires, on est en train de créer le ventre qui va permettre la délivrance finale, absolument. Et tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons, ce ne sont que des fake news et on ne sait pas tout ce qui se cache derrière. Oui. Ah, ça ne vous fait pas penser à Purim? À Purim? En fait, le retournement qui doit se faire. Oui. Ah oui, dans ce sens-là, vous avez 100% raison. Oui, on voulait exterminer les Juifs en Perse et finalement, il y a eu un retournement incroyable au point que même Assuérus a fait Teshuvah. Assuérus est revenu vers Israël. Et c'est lui qui a pendu Aman et ses enfants. C'est lui qui les a pendus. Il a fait un retour inimaginable. Donc, on peut imaginer que peut-être aussi dans le monde, beaucoup de dirigeants reviendront vers la vérité. C'est possible aussi. Je n'ai aucun doute, avec des hauts et des bas et peut-être des interruptions, qu'on est sur le chemin de la délivrance finale. De toute façon, c'est forcé, puisqu'on est à la fin du 6e millénaire. On est d'après la date hébraïque, on est en 5782. Donc, on est à la fin du 6e millénaire. Ce qui veut dire, or, nos maîtres nous disent depuis des millénaires que la délivrance viendra à la fin du 6e millénaire. Donc c'est clair qu'on vit des événements aujourd'hui qui vont réveiller des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier, en Israël aussi, et il y aura, grâce au Mashiach, une union entre toutes ces forces conscientes dans le monde entier qui se lèveront et se battront contre tout le mal qui veut nous transformer en robots. Voilà, je crois, juste un instant, Harry, je crois que Marc voulait poser une question. Marc, oui? Oui, je vais dire plusieurs choses. D'abord, alors, je crois qu'il y a cette parole du Talmud, j'aimerais bien que vous confirmiez ou pas, qui dit que si tu dis une chose et que quelqu'un d'autre dit le contraire, peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort. Si tu as une opinion et que tu as 10 personnes qui disent le contraire, peut-être tu as raison, peut-être tu as tort. Si tu dis une chose et que tout le monde dit le contraire, alors là, c'est sûr, tu as raison et les autres ont tort, parce que la vérité ne peut pas appartenir à tout le monde. Et ça, si c'est une parole du Talmud, moi, ça me sert beaucoup pour analyser les choses. J'y ai beaucoup pensé pendant la période Covid. Et pour comprendre un peu, pour essayer de me sortir de cette espèce d'unanimisme qu'il y a partout, et je ressens le même unanimisme aujourd'hui sur l'Ukraine et la Russie. Ce qui fait que, effectivement, la première des questions qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que cette affaire arrive maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, vous avez parlé des provocations de l'Ukraine. Évidemment, il y a des provocations. D'après ce que j'ai cru entendre, l'Ukraine a attaqué le Donbass. Il y a eu entre 10 et 15 000 morts, on ne sait pas trop, et personne ne dit rien, ça n'intéresse personne. Donc, les Russes ont l'occasion de s'énerver un peu. Deuxièmement, alors il y a l'armement nucléaire, il y a aussi le fait que l'OTAN grignote petit à petit tout l'espace qui est autour de la Russie et ça leur donne peut-être l'occasion de s'énerver. Et de toute façon, il a dit
plusieurs fois, et je crois qu'au moins les Français auraient dû entendre, se souvenir de cette parole de Michel Audiard qui disait que quand quelqu'un de 130 kilos dit quelque chose, celui qui pèse 60 kilos l'écoute. Effectivement, la Russie, c'est pas le Mali, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Irak. Et j'ai l'impression que dans nos pays occidentaux, on considère la Russie un peu comme un laquais et que c'est un fou, c'est machin et on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, au sujet des oligarques russes, moi je crois que c'est une méthode pas très élégante pour essayer de retourner les oligarques contre Poutine, parce que c'est des oligarques qui ont un grand soutien de Poutine. Et si on arrive à énerver les oligarques, ben peut-être qu'eux, ils vont essayer de destituer Poutine. Enfin bon, c'est pas très élégant, c'est pas très... enfin, je sais pas, c'est pas... C'est possible, absolument. Hein, je trouve que c'est pas... Enfin, c'est pas comme ça qu'on va faire les choses, je crois. Et puis, finalement, la question à laquelle je voulais aboutir, c'est que avec l'Iran, j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt des Américains. Parce que moi, je crois plus à la stupidité des gens qu'à des espèces de... Qu'est-ce que les Américains ont besoin aujourd'hui de détruire Israël, alors qu'Israël est en train d'apaiser le Moyen-Orient aujourd'hui, grâce d'ailleurs à un accord américano-israélien. Au contraire, ils auraient intérêt à maintenir cet apaisement et à calmer les Iraniens. Pour moi, c'est ça. Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Voilà l'intervention que je voulais faire. Écoutez, je vais vous répondre très simplement et très brièvement et pas d'une manière complète. Je m'excuse de le dire, c'est un petit peu prétentieux et orgueilleux, mais je pense que beaucoup savent que sur le plan de la technologie, sur le plan de l'informatique, Israël est pratiquement à la pointe de l'humanité aujourd'hui. Vous savez qu'il y a énormément de pays qui ont des affaires ici en Israël et qui fabriquent ici en Israël des choses pour les iPhones, etc. Mais tout ça, ça reste secret. Ce n'est pas connu. Et donc, sur le plan d'informatique, Israël est un pays extrêmement fort. D'ailleurs, aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, on peut dire que 3 jeunes sur 4 se lancent dans l'informatique aujourd'hui. Et je pense que sur le plan économique et sur le plan d'une certaine manière de la mainmise sur l'économie future, les Américains ont très peur. D'ailleurs, vous savez que les Américains prennent énormément de savants israéliens, ils les amènent en Amérique en leur donnant des fortunes pour les empêcher de continuer à travailler en Israël. C'est quelque chose d'absolument incroyable ce qui se passe. Par exemple, un savant israélien, on va dire, il va gagner, je ne sais pas moi, on va dire 50 000 shekels en Israël, ils vont lui donner 50 000 $ pour qu'il vienne s'installer en Amérique. Vous avez des dizaines de savants israéliens qui ont été volés par les Américains en leur donnant des fortunes pour les empêcher de continuer à travailler au service d'Israël. Donc, je pense que ce n'est pas la seule chose. Mais je pense qu'il y a un conflit économique énorme sur le plan de la technologie qui pousserait peut-être les Américains à vouloir détruire Israël pour l'empêcher finalement de devenir peut-être dans les 10, 20 ou 30 ou 50 ans à venir, de devenir peut-être le pays qui sera peut-être à la pointe de la technologie mondiale. Je m'excuse de vous le dire, mais sachez qu'Israël est en train de mettre au point un système d'un mur de laser qui en principe devrait rentrer en vigueur l'année prochaine, qui empêchera toute attaque de missiles. Ça veut dire que Israël sera recouvert d'un mur de laser, que quel que soit le missile qui viendra, il ne pourra pas rentrer en Israël. Moi, j'ai la vie de ça. Et donc, me demandez pas comment ils ont arrivé à inventer un truc pareil, mais on en parle. Et ça devrait être en vigueur l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus attaquer Israël. Donc, c'est peut-être pour ça que les Américains font tout pour essayer que les Iraniens aient la bombe atomique avant l'année prochaine pour
pour qu'ils puissent envoyer une bombe atomique sur Israël avant que Israël soit protégé par ce mur électronique. Donc, la situation n'est pas simple. Maintenant, il y a d'autres raisons. Il y a beaucoup d'autres raisons. Je m'excuse de vous le dire, cher Marc, mais je ne dirais pas tous les Américains qu'à Dieu ne plaise, mais une grande partie des Américains sont de grands racistes. N'oublions pas ce qu'ils ont fait aux Africains. N'oublions pas ce qu'ils ont fait aux Indiens. Ils ont tué des millions d'hommes et de femmes et de bébés et d'enfants indiens. Ils les ont massacrés. N'oublions pas qu'ils n'ont pas simplement transformé les Noirs en esclaves. Ils violaient toute la journée des centaines, des milliers de jeunes africaines. Ils les violaient jusqu'à les tuer, tellement elles étaient violées 10, 15, 50 fois par jour. Donc, il faut qu'on arrête de voir, encore une fois, je ne parle pas de tous les Américains qu'à Dieu ne plaise, mais il faut qu'on arrête de voir l'Amérique comme le pays de la liberté. Ce sont quand même eux, n'oublions pas toutes les guerres qu'ils ont faites, la guerre du Vietnam, la guerre en Irak. Ils ont inventé je ne sais combien de complots pour déclencher la guerre en Irak, et tout ça pour pouvoir avoir la mainmise sur le pétrole en Irak. Et n'oublions pas toutes les guerres qu'il y a eu. Et l'Amérique est pratiquement en guerre depuis qu'elle existe. Oui, mais l'Amérique fait toujours la guerre pour de l'argent. D'ailleurs, je crois que c'est vous qui disiez que la guerre en hébreu, ça se dit milchama, et dans milchama, il y a lechem. Donc, bien sûr, il y a le pognon. Ils ont des couleurs de quitter l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils ont voilà, je veux dire, quand ils ont de l'argent à gagner, ils se lâchent. Et ça, effectivement, ça leur pose aucun problème de poser un tapis de bombe sur l'Irak pour prendre le. Mais contre la Russie, ils vont y perdre. Et Marc, n'oublions pas ce qu'ils ont fait il y a quelques années en Amérique du Sud. Ceux qui ont placé tous les dictateurs qui ont massacré des millions de personnes en Amérique du Sud. Mais quand nos yeux vont s'ouvrir et qu'on va se rendre compte que l'Amérique est pire que la Russie, je parle au niveau des dirigeants. Ils ont la volonté d'avoir la mainmise sur l'humanité tout entière et ils vont détruire tous les pays qui s'opposent à eux. Et c'est pour ça que sur le plan de la technologie aujourd'hui, ils ont une haine terriblement cachée à l'égard d'Israël. Parce qu'Israël, sur le plan technologique, est extrêmement puissant aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce problème-là. Comprenez? Et n'oublions pas que les Américains ont sauvé des milliers de nazis après la Shoah. Et ils les ont amenés en Amérique. Donc, les Russes n'auraient jamais osé faire une chose pareille. Les Américains l'ont fait. Et encore une fois, je reviens sur ce massacre inimaginable d'Indiens et d'Africains. Ce n'est pas 6 ou 9 millions qu'ils ont massacrés comme les nazis. Entre les Indiens et les Africains, ils ont massacré beaucoup, beaucoup plus que 9 millions de Juifs. Je parle des Africains et des Indiens. Rien que les Indiens, c'est peut-être 7-8 millions d'Indiens qui ont été massacrés pour qu'eux puissent s'installer sur le pays des Indiens. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on arrête de prendre les Américains pour les enfants du bon Dieu. C'est pas du tout ça. Voilà, mes amis, encore une question? Oui, Harry. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que le peuple iranien et le peuple russe, ils sont contre toutes ces guerres et tout ça, ils veulent vivre en paix. Et donc, ils sont promenés par ces deux dirigeants qui sont complètement fous. Comment c'est possible? Vous avez 100% raison, Harry. Le peuple iranien est un peuple extraordinaire. Il est dirigé par ce qu'on appelle donc les chiites extrémistes, etc., qui a pris le pouvoir depuis Khomeini en Iran, mais les Iraniens sont des gens extraordinaires. Ce sont des gens bien, les Iraniens. Je parle le peuple iranien. Je ne parle pas, encore une fois, des quelques millions de chiites qui dominent l'Iran. Mais l'Iranien en tant que tel est un homme très, très, très bien. Et ils veulent vraiment la paix, et ils veulent vraiment et surtout avec Israël, comme je l'ai déjà dit, c'est connu. L'endroit où le Mossad a le plus d'agents dans le monde, c'est en Iran. Parce que les Iraniens veulent faire tomber le pouvoir qui les domine et qui est extrêmement mauvais avec eux. Si une femme iranienne sort sans foulard en Iran,
elle peut aller 10 ans en prison, comprenez? Et ne parlons pas ce qu'on va lui faire en prison, on va la violer tous les jours. Et donc les Iraniens n'en peuvent plus de ce pouvoir tyrannique qu'ils ont sur la tête. Mais malheureusement, si on remonte dans le passé, on s'aperçoit que les Perses et après les Iraniens ont toujours été dominés par des forces obscures. Assuérus, Aman, et après, bon, il y a eu le Shah qui était un homme bien, mais après est venu Khomeini et aujourd'hui, les dirigeants iraniens oppriment véritablement, comme on le sait. Et à chaque fois qu'il y a une, enfin maintenant il n'y en a plus, mais quand il y a eu des manifestations en Iran, l'armée venait et tirait sur les manifestants. Et on tuait des centaines, hommes, femmes et enfants. Donc la direction iranienne est une direction vraiment nazie, quoi. Et ça n'a rien à voir avec le peuple. Maintenant, en ce qui concerne les Russes, vous avez parfaitement raison aussi. C'est évident que les peuples n'ont rien à voir avec les dirigeants. Les dirigeants font ce qu'ils veulent, partout. Comprenez? Et ici, en Israël, on est en train de vivre sous une dictature inimaginable. Nos dirigeants sont totalement corrompus aujourd'hui. Ça n'a jamais été comme ça. Ils sont en train de vouloir tout détruire. Ils veulent détruire l'identité juive, ils veulent détruire la cacheroute, ils veulent tout détruire. Ils veulent faire de nous un pays occidental comme les autres. C'est tous des déguisés. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas tenir longtemps, mais c'est la première fois qu'on a à notre tête vraiment de véritables crapules à notre tête aujourd'hui, ici en Israël. Vous comprenez? Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe dans le monde entier. Dans le monde entier, les dirigeants font ce qu'ils veulent et ils disent au peuple, allez vous faire voir, c'est nous qui dirigeons, ce n'est pas vous. Voilà. Voilà, mes amis. Y a-t-il encore une dernière question? Y a-t-il une dernière question? Il est 12h06. Alors, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il n'y a pas cours et on reprend le lundi d'après. D'accord? Mais lundi prochain, n'oubliez pas, il n'y a pas cours. Dimanche prochain, pardon. Dimanche prochain. J'ai juste une question technique. Votre site. Ah, excuse-moi, Agnès. La page sur la page Facebook, elle est fermée. Votre page Facebook. Ah, d'accord. Bon, c'est une longue histoire. J'ai fermé mes Facebook. Ah, d'accord, ça va. J'ai fermé mes Facebook parce que, bon, je vous expliquerai un jour, mais j'en avais marre. J'en avais marre d'être à la solde de tous ces complotistes. Bref. Donc, ça va, si ça vient de vous, c'est bien. J'ai plus de Facebook aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi, mais je crois que j'ai pris une bonne décision. Donc, voilà. Ah, vous savez, simplement, je voulais vous dire que quand vous avez parlé de... Je ne t'entends pas. Ah oui, la protection que vous me dites sur Israël, que j'espère que ça arrivera très vite, ça me fait penser à une kippa. À une kippa, oui, c'est ça, une kippa, absolument. C'est la kippa de fer. C'est la kippa de fer. Ça sera une comment on appelle ça? Une kippa électronique, quoi. Voilà. Voilà, mes amis, on va arrêter. Donc, encore une fois, je me répète, on reprend dimanche en 15. Pas de cours la semaine prochaine. Merci encore une fois. C'était une fois de plus un échange extraordinaire et qui nous fait à nous tous un bien énorme. Et voilà. Et donc, on se retrouve dans 15 jours. À tous et à toutes, une très, très, très bonne semaine et à très, très bientôt. Merci, Rav. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Shavuot Tov. Shavuot Tov à vous tous et à vous toutes. Au revoir. À bientôt. Au revoir.